Maintenant, c'est au tour de Benjamin Lancard, le président des Jeunes Populaires. Le hasard du tirage au sort a fait que ça vous a laissé le temps de venir nous rejoindre. Donc, à votre tour pour 10 minutes. Alors bonjour à tous, merci pour votre invitation et toutes mes excuses pour le retard, mais je suis aussi étudiant et j'avais cours jusqu'à 12h15, donc le temps de prendre le train. Et donc je suis arrivé à 13h40 à l'île Flandre. Ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est que je pense qu'on sera avec la plupart des mouvements de jeunes plutôt d'accord sur un constat que la jeunesse française n'est pas en très grande forme dans ce pays depuis une bonne trentaine d'années, qu'effectivement elle ne croit pas que son avenir sera meilleur que le quotidien de ses parents, que effectivement le chômage est élevé, il est de 20 points, même s'il peut être de 50 points en Espagne, et donc que pendant la crise il n'a augmenté que, entre guillemets, de 2 points, de 18 à 20 points, mais c'est déjà trop. Et donc, il y a évidemment un problème de confiance en l'avenir et un sentiment de déclassement. Alors là où on sera peut-être un peu moins d'accord, c'est bien sûr sur les raisons de cette situation. On peut bien sûr parler des successions de crises économiques, mais il y a deux raisons que je voudrais vous soumettre. La première, c'est que je pense qu'on a trop longtemps, et d'ailleurs ça a pu être le cas de la gauche comme de la droite à un moment donné, voulu finalement répondre aux problèmes de la jeunesse sur des questions un petit peu d'assistance, de protection à outrance, sans finalement, à mon avis, prendre en compte le fait que la jeunesse dans notre pays ne demande pas à être surprotégée, elle demande à avoir les mêmes chances que tout le monde, et elle demande simplement à pouvoir, si elle fournit les efforts que nos parents ou nos grands-parents ont fournis, réussir de la même manière. Et au fond, je pense que l'élection de 2012, elle a ceci de particulier qu'elle permet de tenir un discours nouveau à la jeunesse, qui est de dire effectivement qu'il y a besoin de faire des efforts, que ça ne sera pas facile, mais que si ces efforts sont faits, eh bien, dans ce pays que nous souhaitons fort, eh bien, les jeunes pourront réussir et avoir un quotidien meilleur que le quotidien de leurs parents. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a eu aussi une tendance, et elle a pu être aussi partagée par la gauche, comme par la droite d'ailleurs, une tendance parfois un peu égalitariste, un peu qui consistait à pas trop mettre d'écart. Et on le voit encore aujourd'hui avec cette idée, par exemple, de supprimer l'épreuve de culture générale dans certains concours, dans certaines épreuves. Je pense que, et je vais m'inspirer d'une femme de gauche qui a écrit un bouquin qui s'appelle La fin du monde ouvrier, c'est Aurélie Filippetti, qui est une députée de gauche pour le coup, et qui dit justement que elle est fils d'ouvrière et elle a réussi en tant que fils d'ouvrière, eh bien, à faire Normal Sup, à faire une agrégation de lettres classiques, je crois, et elle dit justement que au final, la discrimination, c'était pas tant pour elle de sortir, d'opposer une culture populaire à une culture élitiste, mais plutôt, bien au contraire, le fait que certains enseignants qu'elle a eus, notamment à Normal Sup, ont pu, eh bien voilà, finalement, ne pas prendre en compte cette culture populaire et au fond faire de la culture générale quelque chose de discriminant contre elle. Et c'est pour ça donc que, par exemple, Nicolas Sarkozy, depuis 2007, a soutenu toutes les mesures en faveur de l'égalité des chances sur des bases territoriales et sociales dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors ça demande encore plus de travail, mais je pense que c'est une avancée importante. Et je crois aussi qu'on a besoin, dans l'éducation notamment, de garder des mesures, enfin d'avoir cet objectif de transmission, culture générale et culture humaine, culture de sciences humaines et culture scientifique, et évidemment d'avoir vraiment de l'ambition là-dedans. Donc ça, c'était quelques petits exemples. Ensuite, je veux revenir sur 3 points du bilan depuis 5 ans. D'abord, la première chose, c'est que il me semble que quand toutes les réformes qui ont été menées, alors tout n'a pas été parfait, mais toutes les réformes qui ont été menées, elles ont eu pour objectif, même si elles n'ont pas concerné la jeunesse directement, elles ont eu un bénéfice pour la jeunesse. D'abord parce que quand on fait la réforme des retraites, eh ben c'est tout simplement pour que nous, demain, on en ait, parce que sinon, on ne parvient pas à combler un déficit de 20 milliards d'euros. Et donc ceux qui disent actuellement on va revenir à la réforme des retraites de 2010, ce qui consiste en gros à revenir à la réforme des retraites de 2003, ceux-là même qui l'ont combattu d'ailleurs en 2003 puisqu'ils étaient à la tête du Parti socialiste, eh bien ils disent en fait tout simplement nous allons accroître de 20 milliards d'euros le déficit sur la tête des jeunes. Pareil sur la réforme du service minimum, pareil sur la réforme de la taxe professionnelle, pareil sur la réforme des heures supplémentaires. À chaque fois, quand on permet aux gens de travailler plus, quand on permet eh bien, à l'économie de s'adapter à la mondialisation, eh bien on permet aux jeunes de davantage réussir. Pareil, je pense en tant que jeune, on est très soucieux des questions des droits de l'homme, et je crois qu'on peut être fier d'avoir vu tout au long de ce quinquennat la France voilà, qui a rayonné sur la question de la Libye, sur la question de la Côte d'Ivoire, sur la question de la Géorgie, pendant une grande présidence française de l'Union européenne, et qui a pu donc eh bien, avoir voix au chapitre et être la plus influente possible. Et moi, je suis encore fier de voir régulièrement Alain Juppé au Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, tenir un discours de vérité sur la question syrienne et Nicolas Sarkozy et le gouvernement eh bien, essayer d'être le plus dynamique possible sur ce sujet-là. La deuxième chose, c'est les réformes qui ont concerné la formation.
D'abord, il y a évidemment la réforme de l'autonomie des universités. Elle est majeure parce qu'elle a d'abord en termes de calendrier, ça a été la première réforme au lendemain du quinquennat, enfin de l'élection de Nicolas Sarkozy, donc c'est la preuve que c'était une priorité. C'était une attente depuis 20-30 ans, qu'on soit de gauche comme de droite, ça n'avait pas été fait, c'était important de le faire avec des objectifs clairs, dire qu'au fond c'est pas à Paris de tout gérer, de gérer la manière dont on gère par exemple les enseignants, la manière dont on fixe ses priorités budgétaires, la manière dont on va essayer de rapprocher une université d'un bassin d'emploi. Dire que les compétences sont aussi importantes que les connaissances théoriques. Voilà ce qu'était cette réforme de l'autonomie des universités. Et j'observe d'ailleurs que, au fond, ça a changé notre rapport à nous étudiants avec notre université, parce qu'au fond, on sait tous que désormais, comme notre université est autonome, on a une part de responsabilité dans ce que vaut notre diplôme, dans ce que vaut notre université. Et par exemple, dans la réforme des retraites, moi j'ai observé qu'il y a moins de 10% des universités qui ont été bloquées. C'était la preuve que, d'abord, cette réforme n'était pas si injuste, mais aussi qu'avec la réforme de l'autonomie des universités, chacun est bien conscient qu'on a une part de responsabilité et que chaque université est aussi en compétition pour que les jeunes, les étudiants puissent avoir la meilleure insertion dans le marché du travail. Autre réforme importante, c'est le lycée professionnel, le lycée, et puis une réforme, à mon avis, qui est une vraie révolution, c'est la question de l'apprentissage et de l'alternance, parce que je crois que, gauche comme droite, pareil, il y avait plein de gens qui sont venus nous parler à la télévision, nous dire, bah oui, l'apprentissage et l'alternance, c'est vraiment remarquable. Sauf que quand, s'ils rentraient chez eux le soir même et que leurs enfants leur disaient qu'ils voulaient faire de l'apprentissage et de l'alternance, alors là, c'était un drame. Eh bien, je crois que pour la première fois, on a dit que c'était quelque chose de valorisant et de valoriser, d'apprendre à la fois des compétences professionnelles et des compétences théoriques, à la fois en cours et en entreprise, avec un objectif de doubler le nombre d'étudiants en apprentissage et en alternance, de 500 000 à 1 million. On en est aujourd'hui à plus de 600 000, plus 10% l'an dernier, et on voit que c'est plus de 90% la probabilité pour un jeune en apprentissage ou en alternance d'avoir un emploi dans les 6 mois. C'est donc la meilleure manière d'avoir un emploi durable que cet apprentissage et cette alternance. Troisième point sur le bilan, quelques petites choses sur la condition de vie des jeunes, cet objectif d'autonomie qui a été constant au cours de ces 5 années. D'abord, c'est bien sûr le 10e mois de bourse, dont pour certains on profite, avec notamment 100 000 boursiers de plus tout au long de ce quinquennat. Donc 10e mois de bourse qui était une revendication importante, qui a été satisfaite. La création d'un nouvel échelon dans les niveaux de bourse qui permet d'avoir 100 000 étudiants en plus concernés. Sur le logement, il y a quelques années, en 2004, tous les syndicats de gauche comme de droite s'étaient mis d'accord autour d'un parlementaire qui s'appelait Jean-Paul Ancio pour des objectifs de rénovation et de construction de nouveaux logements. Ça s'appelle le rapport Ancio. Eh bien, pour la première fois, depuis que ce rapport existe depuis 2004, eh bien, les objectifs de rénovation et de construction de logements ont été tenus. Ça veut dire qu'il y a eu un engagement fort de l'État sur la question du logement étudiant, sur la question de la rénovation du parc actuel, sur la question de la construction de nouveaux logements, et jamais, et d'ailleurs c'est une réponse aussi pour mon homologue du Parti radical de gauche, jamais depuis dans l'histoire de la Ve République il n'y a eu autant de construction de logements, d'ailleurs que ce soit pour les jeunes ou pas, et donc c'était, je crois, un engagement fort pour les jeunes, donc sur la question du logement, et puis on peut aussi parler du RSA pour les jeunes qui travaillent, parce que c'est un choix de ne pas ouvrir le RSA pour tous les jeunes, mais pour les jeunes qui travaillent, 2 ans au cours des 3 dernières années, il y a eu ce RSA. Alors, certainement que les conditions ont été trop drastiques parce qu'il n'y a pas eu assez de jeunes qui ont pu en bénéficier, mais c'était aussi une première piste. Donc moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans les propositions qu'on a et qui vont encore être étoffées, puisque le candidat Nicolas Sarkozy n'a pas encore donné son programme, mais en tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à ce que nous avons proposé en tant que Jeunes Populaires, ce que l'UMP a proposé tout au long de ces mois de convention et de réflexion, c'est 3 grandes pistes pour la jeunesse dans ce pays. La première piste, c'est le réalisme. Et je pense que il faut avoir, je crois, la meilleure manière pour tous ceux qui se proclament candidats de la jeunesse, et qui parle d'un fil entre les générations, et tant mieux, parce que moi je préfère qu'effectivement il y ait ce fil, qui est même ce développement durable, au fond, qu'effectivement le développement des générations d'aujourd'hui ne prenne pas, ne soit pas un danger pour le développement des générations futures. La question principale, c'est la question de la dette. Et donc je pense qu'en tant que jeunes, on est évidemment sensible à comment est-ce que nos politiques vont se comporter sur la question de la soutenabilité des finances publiques. Eh bien, moi je crois que on a aujourd'hui des candidats qui soit nous parlent de solutions absolument aberrantes qui casseraient le pouvoir d'achat, c'est ce qui a pu être dit auparavant, ou alors on a des candidats qui nous disent on va pas réduire les dépenses, on va simplement augmenter les recettes. Sauf que l'élasticité des recettes est très forte, c'est-à-dire qu'elle dépend énormément de la croissance, et que si en gros vous n'avez pas beaucoup de croissance, du coup vous ne pourrez jamais avoir ces recettes en plus. Et donc là-dessus on sera d'accord avec François-Xavier Pénicaud, les 100 milliards d'euros qu'il faut comme effort, actuellement il n'y a que le MoDem et que Nicolas Sarkozy qui sont clairement engagés dans ce combat-là pour pouvoir avoir une vraie lutte contre les déficits publics et faire en sorte que nous, les générations d'aujourd'hui, on n'ait pas à payer pour la lâcheté des générations d'hier
d'hier et d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est la question de l'ambition. Moi, je crois vraiment que, et c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy à Marseille dimanche, il a dit voilà, que quand on aime la France, à un moment donné, on dit à la jeunesse que pour réussir, il va falloir faire des efforts. Et moi, je crois que voilà, bien sûr qu'on préférerait tous qu'on nous dise bah oui, je suis jeune, je vais avoir une allocation sans condition de ressources, ou je suis jeune, on va me faire un pacte de génération, dont même Martine Aubry, qui est la maire de Lille et qui s'y connaît en dispositif qui marche pas trop puisqu'elle a fait les 35 heures, nous dit que ça marche pas. Et donc bien sûr que j'aimerais qu'on me dise tout ça, mais moi je préfère vous dire qu'il va falloir tous ensemble qu'on fasse des efforts pour réussir. Sauf que l'engagement de la droite et du centre dans ce pays aujourd'hui, c'est l'engagement de l'égalité des chances. Et ça veut dire concrètement que si quelqu'un bosse, si quelqu'un veut réussir, eh bien, il doit pouvoir facilement rentrer dans le marché du travail, il doit facilement trouver une formation, et il doit facilement pouvoir exceller s'il le mérite. Et c'est ça l'engagement, au fond, de notre candidat. Et je crois donc que ce qu'on a proposé, avec la poursuite de la réforme sur l'apprentissage à l'alternance, avec aussi l'idée de l'autonomisation des établissements scolaires, parce que les collèges, les lycées, eh bien, moi, je crois que ce n'est pas au 7e arrondissement de Paris de nous dire comment est-ce qu'on va gérer telle ou telle méthode pédagogique. Je sais bien que chaque année, ça fait plaisir d'avoir des grands débats sur alors est-ce qu'il faut la méthode globale ou la méthode syllabique pour apprendre l'orthographe. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on donne, là où il y a le plus besoin de recréer l'égalité, des moyens supplémentaires. Et c'est l'engagement que nous avons avec l'autonomisation des établissements de collège et de lycée pour qu'au fond, eh bien, chacun adapte ses méthodes pédagogiques suivant un territoire rural, suivant un territoire des quartiers populaires, pour pouvoir forcer le maximum à la réussite. L'autre chose, c'est bien sûr la question du plan licence, avec cette idée d'aller plus loin sur ce plan licence qui était de plus de 500 millions d'euros. Et je réponds d'ailleurs à mon ami du Parti radical de gauche que le budget de l'enseignement supérieur en France a doublé il est passé de 6 à 12 milliards d'euros au cours des 5 dernières années. Donc peut-être que tout n'a pas doublé dans ce pays, mais en tout cas ça a doublé, donc c'est important quand même de le souligner. Eh bien, il faudra, dans ce qu'on propose, faire en sorte que les licences soient plus généralistes, avec cette obligation d'avoir une expérience professionnelle, d'avoir une expérience à l'étranger, et à terme de tendre vers une sélection en Master 1, parce que elle n'a pas pu avoir lieu en 2007, cette sélection Master 1. Or, c'est une erreur parce que ça pousse des gens à aller au bout de 4 années et puis à la fin, on leur dit bah, vous ne pouvez pas rentrer en Master 2. Moi, l'idée, je ne suis pas du tout dans une vision malthusienne de l'université. Je pense qu'on a besoin, et l'OCDE le dit, il faut 50% d'une classe d'âge à Bac plus 3. On est à 38% aujourd'hui. Mais il faudra certainement, à un moment donné, réfléchir à cette question de la sélection en Master 1. Je termine le dernier volet, donc je vous ai dit réalisme, ambition, intégration, autour de valeurs fortes. Et il y a notamment la question du service civique qui, à terme, devra être universel. Bien sûr, en Outre-mer, et puis ce gouvernement s'est engagé à passer de 3 000 à 6 000 le nombre de places en service militaire adapté dans les territoires d'outre-mer, pour les jeunes aussi en situation de handicap, et évidemment pour tous, avec un engagement important, c'est que ce service civique puisse avoir lieu, et moi c'est une proposition que nous avons formulée avec les jeunes populaires, juste après le baccalauréat. C'est-à-dire qu'en gros, on ferait le bac en juin-juillet, et qu'après on ait 6 mois de césure, pour que l'enseignement supérieur commence en janvier, et donc on recoupe un petit peu les 2 premiers semestres. J'ai terminé, je vous parlerai un tout petit peu après du contrat de travail unique, qui est aussi une proposition importante pour nous, mais voilà, ambition, réalisme et intégration, voilà les maîtres mots de notre engagement pour la jeunesse dans ce pays. Merci à tous, on a pu se faire une première impression de vos propositions. Mais je ne doute pas, au vu des réactions, qu'il y a encore beaucoup de questions dans la salle.